20 février 2025. La NASA teste le moteur RS-25 numéro E2001. 111% de sa puissance. 500 secondes. Succès. Ce moteur propulsera la fusée Space Launch System. Programme Artemis. Retour sur la Lune. Mais regardez de plus près, la turbopompe. 69 000 chevaux pour la pompe à carburant. 25 000 chevaux pour la pompe à oxydant. Le principe fondamental? Il a 83 ans. Développé en 1942, à Peenemünde, par des ingénieurs allemands. La fusée V2 était le premier grand moteur de fusée au monde doté d'une turbopompe. Sans cette innovation allemande, aucune fusée moderne ne volerait. La NASA le sait, SpaceX le sait, Blue Origin le sait. Aujourd'hui, je vais vous montrer la ligne technique précise, de Peenemünde en 1942 aux fusées qui volent aujourd'hui vers Mars. La question est simple. Pourquoi toutes les fusées modernes utilisent-elles le même principe de base que la V2? La réponse est la physique. Et l'histoire, une fusée a besoin d'une pression de carburant énorme dans la chambre de combustion. Comment créer cette pression? Il existe deux méthodes. Méthode 1. Réservoir sous pression. Le carburant est déjà sous pression dans les réservoirs. Simple, mais les réservoirs doivent être extrêmement solides, ce qui signifie lourd, très lourd. Pour les petites fusées, c'est bon. Pour les grandes fusées, impossible. Le poids des réservoirs engloutit toute la charge utile. Méthode 2, turbopompe. Le carburant est dans des réservoirs légers à basse pression. Une pompe, entraînée par une turbine, augmente considérablement la pression juste avant que le carburant n'entre dans la chambre de combustion. Les réservoirs sont légers, la pompe est relativement petite, le rapport poids-puissance est optimal, mais techniquement extrêmement complexe. 13 octobre 1942. Peenemünde, mer Baltique, la V2 atteint 84,5 km d'altitude. Le premier objet fabriqué par l'homme dans l'espace, mais la vraie révolution n'était pas l'altitude, c'était la turbopompe. Personne n'avait jamais construit auparavant une turbopompe fonctionnelle pour un grand moteur de fusée. Robert Goddard, pionnier américain des fusées, a expérimenté le refroidissement régénératif en 1923. Mais il a rejeté l'idée comme étant trop complexe. Les Allemands, à Peenemünde, ils ont résolu le problème, systématiquement. Avec une grande ingénierie, la turbopompe de la V2 tournait à 4000 tours par minute. Elle pompait 125 litres de carburant et d'oxydant par seconde, à 15 bars de pression, de manière fiable, répétable. C'était un chef-d'œuvre d'ingénierie à un niveau que personne d'autre n'avait atteint. Comment fonctionnait la turbopompe de la V2? Permettez-moi d'expliquer la technologie. Le système comportait 3 composants principaux. Premier, générateur de vapeur. Du peroxyde d'hydrogène concentré à 80% était mélangé à du permanganate de sodium comme catalyseur. La réaction chimique produisait de la vapeur, chaude à 600 degrés Celsius, sous pression. Deuxième, turbine. La vapeur chaude entraînait une turbine. La turbine faisait tourner un arbre. 4000 tremines. C'était la source d'énergie. Troisième, double pompe. 2 pompes centrifuges étaient montées sur l'arbre. Une pour l'oxygène liquide, moins 183 degrés Celsius. Une pour le carburant à 75% d'éthanol. Les pompes augmentaient la pression d'environ 1 bar dans les réservoirs à 15 bars dans la chambre de combustion. Débit de 125 litres par seconde. C'était révolutionnaire, mais ce n'était pas tout. La V2 avait une autre innovation, le refroidissement régénératif, développé par le docteur Walter Thiel, chef du développement de la propulsion à Peenemünde. Le problème, la chambre de combustion atteint 2760 degrés Celsius. Aucun métal ne peut supporter cela. La solution? Le carburant à l'éthanol glacé circule à travers 1247 petits canaux autour de la chambre de combustion avant d'être injecté.
Ces canaux de refroidissement sont intégrés à la paroi de la chambre de combustion. Le carburant refroidit la paroi de 2760 degrés à environ 600 degrés. Simultanément, le carburant se réchauffe. Échange de chaleur efficace. Sans refroidissement régénératif, la chambre de combustion fondrait en quelques secondes. Avec refroidissement régénératif, la V2 a fonctionné pendant 65 secondes. Parfait. C'était le chef-d'œuvre de Walter Thiel. Walter Thiel est décédé le 17 août 1943. Lors d'un raid aérien britannique sur Peenemünde, il avait 35 ans, mais sa technologie a survécu. Le refroidissement régénératif est aujourd'hui la norme dans tous les moteurs de fusée. NASA F1, RS-25. SpaceX Raptor, Blue Origin BE-4, tous utilisent le refroidissement régénératif. Tous sont basés sur le principe de Thiel de 1942. Son nom est rarement mentionné, mais sa physique vole dans chaque fusée qui décolle aujourd'hui. C'est son héritage. La technologie n'a pas de nationalité, elle n'a que des fonctions. 28 mars 1945. Opération Lusty. Les troupes alliées atteignent Nordhausen, l'usine souterraine de Mittelwerk. Ce que les ingénieurs américains ont vu a tout changé. Des fusées V2 en production, des centaines de moteurs, des turbopompes, des chambres de combustion, des dessins techniques, des données d'essai. Le major James Hamill a écrit dans son rapport « La turbopompe a des années d'avance sur tout ce que nous avons. La complexité dépasse toute conception américaine. Recommandation, prenez tout, la technologie, les documents, les ingénieurs. » Ce n'était pas du vol. C'était une nécessité stratégique. Les soviétiques arrivaient aussi. C'était une course. Celui qui s'assurerait la technologie des fusées allemandes contrôlerait l'avenir de l'exploration spatiale. Les troupes américaines ont démantelé 100 fusées V2 complètes, 300 tonnes de composants, 14 tonnes de documents techniques, 341 wagons de marchandises vers Anvers, 16 navires Liberty vers la Nouvelle-Orléans, de là vers White Sands, Nouveau-Mexique. Les Américains apprendraient à lancer des fusées V2, mais plus important encore, ils apprendraient comment fonctionne la turbopompe, comment fonctionne le refroidissement régénératif, comment construire des fusées qui volent réellement, sans les ingénieurs allemands. Impossible, la technologie était trop avancée, la documentation trop complexe. Les États-Unis avaient besoin des personnes qui l'avaient construite. 2 mai 1945. Wernher von Braun se rend aux Américains. Avec lui, 500 ingénieurs en fusée. Von Braun savait ce qu'il avait. Il a dit aux officiers américains « Nous avons la technologie pour aller sur la Lune. Avez-vous besoin de nous ?» La réponse était oui. L'opération Paperclip a amené 1600 scientifiques allemands aux États-Unis. Mais von Braun et son équipe de spécialistes des fusées étaient les plus précieux. Ils avaient construit des moteurs de fusée fonctionnels. Ils comprenaient les turbopompes. Ils comprenaient le refroidissement régénératif. Ils avaient des années d'expérience. Les États-Unis avaient des fusées expérimentales, petites, primitives. La différence était énorme. Champ de tir de White Sands, Nouveau-Mexique, 16 avril 1946. La première V2 est lancée depuis le sol américain. Des ingénieurs allemands sous la supervision de l'US Army Ordnance. La fusée vole parfaitement. Entre 1946 et 1952, les États-Unis ont lancé 67 fusées V2. Chaque lancement était une leçon. Les ingénieurs allemands expliquaient chaque système, chaque détail était documenté. Le rapport technique 432 décrivait la turbopompe entièrement. Le rapport technique 718 décrivait le refroidissement régénératif. Ces rapports sont allés aux ingénieurs américains, Rocketdyne, Aerojet, Convair. Ils étaient la Bible du programme de fusées américain. Sans eux, aucune chance. Mais les Américains n'ont pas seulement appris, ils se sont améliorés 1950,
Redstone Arsenal en Alabama. C'est là que Wernher von Braun et son équipe ont développé la fusée Redstone, techniquement une V2 améliorée. La même turbopompe, le même refroidissement régénératif, le même carburant, seulement plus grande, 20 mètres au lieu de 14, 35 tonnes de poussée au lieu de 25. Mais le concept de base, allemand, de 1942. La Redstone est devenue la première fusée balistique opérationnelle d'Amérique. Elle transportait des ogives nucléaires. Elle a été stationnée en Allemagne de l'Ouest. La technologie allemande pour défendre l'Allemagne. L'ironie n'échappait à personne. 1958, la NASA est créée. Le président Eisenhower veut envoyer l'Amérique dans l'espace. Wernher von Braun devient directeur du Marshall Space Flight Center. Sa mission, construire la plus grande fusée du monde, la Saturn V. La fusée qui emmènerait des hommes sur la Lune, von Braun savait exactement ce dont il avait besoin, d'énormes turbopompes. Il s'est tourné vers Rocketdyne, l'entreprise qui construisait des moteurs de fusée américains, basés sur des principes allemands, basés sur la technologie de la V2. Le résultat fut le moteur F1, le moteur de fusée à simple buse le plus puissant jamais construit. Regardez le F1. Techniquement impressionnant. La turbopompe est massive. 1 mètre de diamètre, turbine à 2 étages, pompe à carburant centrifuge et pompe à oxydant sur un seul arbre. La turbine est alimentée par un générateur de gaz, pas par de la vapeur comme la V2, mais le principe, identique. Une turbine entraîne des pompes. Les pompes augmentent la pression du carburant. Le carburant entre dans la chambre de combustion. Refroidissement régénératif autour de la chambre de combustion. Le F1 avait encore plus de canaux de refroidissement que la V2, un transfert de chaleur encore plus efficace, mais la technologie, directement de Dr Walter Thiel, de 1942, le F1 produisait 6570 kN de poussée, 25 fois plus que la V2, mais la physique était la même. Turbopompe plus refroidissement régénératif. C'était la formule allemande. Le 16 juillet 1969, Apollo 11 décolle. 5 moteurs F1 au premier étage. Ensemble, 33 850 kN de poussée, la force la plus gigantesque jamais contrôlée par des humains. Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins s'envolent pour la Lune. Le monde regarde. Un triomphe américain, mais techniquement, un triomphe germano-américain. Wernher von Braun a conçu la Saturn V. Son équipe de vétérans de Peenemünde l'a construite. Les turbopompes étaient basées sur des principes de 1942. Le refroidissement régénératif venait de Dr Walter Thiel. La lignée technique était claire. V2 en 1942 a mené directement à Saturn V en 1969. Sans la base allemande, pas d'alunissage, pas en 1969, peut-être jamais, après Apollo, la navette spatiale. De 1981 à 2011, les moteurs RS-25, encore plus avancés que le F1, de l'hydrogène liquide au lieu du kérosène, impulsion spécifique plus élevée, les turbopompes, encore plus impressionnantes, pompe à carburant de 69 000 chevaux, pompe à oxydant de 25 000 chevaux. Mais le concept fondamental, inchangé. La turbine entraîne des pompes, les pompes augmentent la pression. Le carburant circule dans les canaux de refroidissement autour de la chambre de combustion. S'enflamme dans la chambre. Le refroidissement régénératif de Dr Walter Thiel, 40 ans après sa mort, toujours la base. Le RS-25 est techniquement brillant, mais il se dresse sur les épaules de géants allemands. 2002. SpaceX est fondé. Elon Musk a une vision. La colonisation de Mars, mais d'abord des fusées qui fonctionnent et qui sont abordables. SpaceX commence avec le moteur Merlin, relativement simple. Cycle de générateur de gaz,
mais efficace. La turbopompe, conçue par Barber-Nichols, une entreprise qui construit des turbopompes depuis des décennies, basée sur quels principes? Les principes allemands. De 1942, SpaceX vole avec succès. Falcon 1, Falcon 9, Falcon Heavy. Chaque fusée utilise des turbopompes. Chacune utilise le refroidissement régénératif. La technologie a évolué pendant 60 ans. Mais les bases, Peenemünde, puis vient Raptor, le moteur révolutionnaire de SpaceX, combustion étagée à flux complet, le premier moteur de ce type à voler réellement. Techniquement parlant, 2 turbopompes, une pour le carburant entraînée par une turbine riche en carburant, une pour l'oxydant entraînée par une turbine riche en oxygène. Efficacité extrême. Impulsion spécifique la plus élevée pour les fusées chimiques. Mais regardez attentivement, turbopompe, c'est le cœur. Sans turbopompe, pas de Raptor. Sans le concept de turbopompe de 1942, pas de Raptor. La technologie a évolué de plusieurs générations. Méthane au lieu d'éthanol, combustion riche en oxygène au lieu de turbine à vapeur. Mais le principe fondamental reste, la turbine entraîne la pompe. La pompe fournit du carburant à haute pression, Blue Origin. La société de Jeff Bezos, moteur BE4, développé pour les fusées Vulcan et New Glenn, la turbopompe est gigantesque, 70 000 chevaux, 19 000 trapeaux à mine, paliers hydrostatiques au lieu de roulement à billes, technologie moderne. Mais encore une fois, le concept est le même. Turbine, pompe, carburant à haute pression, refroidissement régénératif. Tous des principes qui ont été prouvés à Peenemünde en 1942. Le BE4 utilise du méthane liquide et de l'oxygène liquide. Des carburants avancés, mais la physique du fonctionnement de la turbopompe, inchangée depuis 83 ans, pourquoi le principe de base n'a-t-il pas changé? Parce qu'il est physiquement optimal. Les turbopompes sont la méthode la plus efficace pour mettre le carburant sous pression avec un poids minimal. Le refroidissement régénératif est la méthode la plus efficace pour refroidir les chambres de combustion avec une utilisation maximale de l'énergie. Les ingénieurs allemands dans les années 1940 comprenaient la thermodynamique fondamentale. Ils ont trouvé la solution optimale dans les limites physiques. Cette solution reste optimale. Les matériaux s'améliorent, les méthodes de fabrication s'améliorent. L'impression 3D permet des géométries de canaux de refroidissement plus complexes. Mais le principe de base, parfait depuis 1942, récapitulons la lignée technique. V2, 1942, première grande turbopompe. 4000 Trermin 125 LS, entraîné par vapeur, premier refroidissement régénératif dans un grand moteur de fusée, 1247 canaux de refroidissement, Redstone 1950, V2 amélioré, turbopompe plus grande, même principe. F1 1960, échelle massive, turbine d'1 mètre, mais même concept de turbopompe, refroidissement régénératif avec plus de canaux. RS25 1970, performance maximale, pompe de 69 000 chevaux, mais toujours turbopompe, plus refroidissement régénératif. SpaceX Merlin 2000, générateur de gaz, matériaux modernes, mais turbopompe plus refroidissement régénératif. SpaceX Raptor 2010, combustion étagée à flux complet, 2 turbopompes. Mais le concept, turbopompe, Blue Origin, BE4 2020, 70 000 chevaux, palier hydrostatique, mais toujours, turbopompe, plus refroidissement régénératif, 83 ans d'évolution technique, de 4000 Trmin à 19 000 Trmin, de 125 LS à des milliers de litres. De turbines à vapeur à combustion étagée riche en oxygène, mais le concept fondamental, inchangé, parce qu'il est physiquement optimal, parce que Dr Walter Thiel et l'équipe de Peenemünde ont trouvé la bonne solution. Les bonnes solutions ne vieillissent pas. Elles ne font que se perfectionner. Ces vérités techniques sont importantes à comprendre, pas pour la glorification,
mais pour la reconnaissance. L'aérospatiale moderne se dresse sur les épaules d'ingénieurs des années 1940. Ces ingénieurs travaillaient pour un régime meurtrier. C'est vrai, mais leurs contributions techniques étaient réelles. Et ces contributions ont rendu possible tout ce qui a suivi. Reconnaître cela ne signifie pas glorifier le régime. Cela signifie comprendre l'histoire. La technologie est moralement neutre. Les hommes ont une morale. La technologie n'a qu'une fonction. Si vous appréciez cette documentation technique approfondie, si vous comprenez pourquoi ces lignées technologiques sont importantes, alors soutenez cette chaîne avec Super Thanks. Ces recherches ont nécessité l'étude de rapports techniques de la NASA, la compréhension des principes thermodynamiques et la connexion des lignes de développement historiques. Raconter l'histoire technique est compliqué, mais nécessaire. Aujourd'hui, en 2025, il y a plus de fusées qui volent que jamais auparavant. SpaceX effectue des lancements chaque semaine. Blue Origin teste BE-4. La NASA prépare Artemis. La Chine, l'Inde, l'Europe, tous développent de nouvelles fusées. Chacune utilise des turbopompes. Chacune utilise le refroidissement régénératif. Toutes reposent sur les bases posées en 1942. Certaines utilisent des cycles avancés, la combustion étagée, les turbopompes électriques, mais le cœur demeure. Sans turbopompe, pas de fusée performante, sans refroidissement régénératif, pas de moteur réutilisable. La fusée V2 a tué 9000 personnes. Londres, Anvers, c'est la tragique réalité. Mais cette même technologie a emmené des hommes sur la Lune, a permis de créer des satellites qui sauvent des vies, a permis les prévisions météorologiques, la communication, le GPS, la science. C'est la dualité de la technologie. Elle n'a pas de moralité inhérente. Seule son application a une morale. La fusée V2 a été construite comme une arme. La fusée Saturn V a été construite pour l'exploration. La même physique, des objectifs différents. Cela montre que l'intention humaine détermine si la technologie fait le bien ou le mal. Dr Walter Thiel n'a jamais vu ce que son refroidissement régénératif a rendu possible. Il est mort en 1943, 2 ans avant la fin de la guerre, 6 ans avant Redstone, 26 ans avant Apollo, 80 ans avant Raptor. Mais son génie technique vit dans chaque fusée. Son nom est inconnu pour la plupart, mais sa technologie est indispensable. C'est souvent le cas avec les innovations fondamentales. Les inventeurs sont oubliés, mais l'invention continue de vivre, parce qu'elle fonctionne, parce qu'elle est nécessaire. Werner von Braun est devenu célèbre, le visage public du programme spatial américain. Son rôle était important, sans aucun doute. Mais il se tenait sur les épaules de son équipe. Dr Walter Thiel a développé la turbopompe et le refroidissement. Hermann Oestrich a travaillé sur les systèmes de contrôle. Konrad Dannenberg, plus tard à la NASA, a travaillé sur les structures. C'était un travail d'équipe, un génie collectif. Von Braun a coordonné et dirigé. Mais les percées techniques sont venues de nombreux esprits. C'est important de le comprendre. Les grandes avancées technologiques sont rarement des réalisations individuelles. Elles sont le résultat d'équipes. La question demeure: devrions-nous davantage reconnaître cette origine technologique allemande? Oui, pas pour des raisons nationalistes, mais pour une exactitude historique. La NASA pourrait dire « Nos turbopompes sont basées sur des principes qui ont été prouvés pour la première fois en 1942 dans la fusée V2 ». Ce serait honnête. SpaceX pourrait reconnaître « Le refroidissement régénératif a été développé par Dr Walter Thiel ». Ce serait factuellement correct. Cette reconnaissance n'enlèverait rien aux réalisations modernes. Au contraire, cela montrerait: nous construisons sur des fondations, nous nous tenons sur les épaules de géants. C'est ainsi que la science fonctionne. Un développement cumulatif. 83 ans de la fusée V2 à Raptor. Considérez l'évolution.
La fusée V2 a atteint 84,5 km d'altitude, un succès en 1942. Aujourd'hui, SpaceX Starship vole vers Mars à 225 millions de kilomètres. C'est un progrès technologique, exponentiel. Mais le cœur demeure le même. Les turbopompes pompent le carburant. Le refroidissement régénératif protège les chambres de combustion. Le développement n'a pas été une révolution, mais une évolution. Une amélioration progressive basée sur des fondations solides. Ces fondations étaient allemandes. Les améliorations ont été internationales. Américains, Russes, Européens, Chinois, tous ont contribué. Mais tous sont partis de la même base. Il y a une leçon philosophique ici. La technologie transcende les nations. La physique est universelle. La thermodynamique qui permet les turbopompes n'est ni allemande ni américaine. Elle est simplement vraie. Partout. Toujours. Les ingénieurs allemands ont découvert et appliqué ces vérités. Mais ces vérités appartiennent à l'humanité. Aujourd'hui, ces vérités volent vers Mars, sur des fusées américaines, sur des fusées chinoises, sur des fusées européennes. La nationalité n'a pas d'importance. La physique est universelle. C'est le côté encourageant. Le savoir se répand. Les bonnes idées sont adaptées. L'humanité profite collectivement. 2025. La NASA prévoit Artemis 3, le retour des hommes sur la Lune, en 2026 ou 2027. La fusée Space Launch System utilisera des moteurs RS-25. Ces moteurs utilisent des turbopompes. 83 ans après la fusée V2, SpaceX prévoit des missions vers Mars. Starship avec 33 moteurs Raptor, chacun avec 2 turbopompes. 66 turbopompes au total, toutes basées sur le concept de 1942. La Chine prévoit une base lunaire. L'Europe prévoit Lunar Gateway. Tous utilisent des fusées. Toutes les fusées utilisent des turbopompes. L'héritage de Penmünde continue de voler. Non pas comme une technologie allemande, mais comme une technologie humaine, comme des principes physiques universels correctement appliqués. Partagez votre opinion dans les commentaires. La NASA et SpaceX devraient-ils davantage reconnaître l'origine allemande de leur technologie de turbopompe? Ou 83 ans est-il un délai suffisant pour que ce soit maintenant simplement une technologie moderne? Est-il important de savoir d'où viennent les principes fondamentaux? Ou est-il seulement important qu'ils fonctionnent? Discutez-en ci-dessous. Ces questions n'ont pas de réponse simple, mais il est important de les poser. La ligne technique documentée est claire. Fusée V2 en 1942, première turbopompe, premier refroidissement régénératif dans un grand moteur de fusée, Redstone dans les années 1950, développement direct, Saturn Phi F1 dans les années 1960, massivement mis à l'échelle mais même principe, RS-25 dans les années 1970, plus haute performance mais même concept, SpaceX Merlin dans les années 2000, matériaux modernes mais même fondation, Raptor dans les années 2010, cycle avancé mais base de turbopompe, BE4 dans les années 2020, technologie la plus moderne, mais principe vieux de 83 ans. La ligne est ininterrompue. La physique est constante. Le génie technique de 1942 vole aujourd'hui vers Mars. C'est la vérité technique, documentée, prouvable, indéniable. Laissez-moi être encore plus précis. Les spécifications techniques montrent clairement l'évolution. Turbopompe de la fusée V2, pompe centrifuge double, un arbre, 4000 trains. Entraîné à la vapeur par décomposition du peroxyde d'hydrogène, fournissait 125 ls à 15 bars. Rapport massique, pompe, carburant, environ 1 pour 50, révolutionnaire pour 1942. Turbopompe Redstone, conception similaire, plus grande capacité, 150 ls, système de roulement amélioré, mais même concept fondamental. Turbopompe F1, diamètre de 3 pieds, turbine à 2 étages, cycle de générateur de gaz au lieu de vapeur,
Pompe LOX et carburants séparés optimisés, débit de 2500 ls, mais principe de pompe centrifuge identique. La turbopompe du RS25, double combustion étagée après brûleur, efficacité maximale, 69 000 chevaux pour le carburant, 25 000 chevaux pour le LOX, mais toujours une turbine qui entraîne une pompe centrifuge, le SpaceX Merlin, méthode de fabrication moderne, conception simplifiée pour réduire les coûts, mais le principe de la turbopompe, la base du V2, le Raptor. La combustion étagée à flux total signifie deux systèmes de turbopompe distincts. Turbine riche en oxygène pour la pompe LOX, turbine riche en carburant pour la pompe à méthane, efficacité maximale de tous les moteurs opérationnels. Mais le concept de base, la turbopompe de 1942, le BE4, 70 000 chevaux, 19 000 tours minute, matériaux ultramodernes, paliers hydrostatiques au lieu de roulement à billes, mais le principe thermodynamique fondamental, inchangé depuis Peenemünde, les chiffres sont impressionnants. De 4 000 tours minute en 1942 à 19 000 tours minute en 2025. C'est une augmentation de 4,75 fois, de 125 litres seconde à plus de 2500 litres seconde. C'est une augmentation de 20 fois, de 25 tonnes de poussée à plus de 100 tonnes de poussée par moteur. Mais la physique, la même. L'efficacité thermodynamique a des limites. Cycle de Carnot. Le V2 était déjà proche de l'optimum théorique pour son cycle. Les moteurs modernes utilisent des cycles plus avancés, combustion étagée au lieu de générateurs de gaz. Mais cela ne change pas le principe de la turbopompe. Cela améliore l'efficacité, mais le concept de base demeure. Le refroidissement régénératif raconte la même histoire. V2, 1247 canaux de refroidissement. Le carburant éthanol circule dans les canaux, refroidit la chambre de combustion de 2760 degrés à 600 degrés. Le carburant est préchauffé, gain d'efficacité, solution ingénieuse, F1, plus de canaux de refroidissement, géométrie plus complexe, mais le même principe, kérosène au lieu d'éthanol, température plus élevée. Mais le mécanisme d'échange thermique, identique, RS25. Hydrogène liquide comme fluide de refroidissement. Température cryogénique. Gradient thermique extrême, mais le concept de Dr Walter Thiel, en 1942, Raptor, refroidissement au méthane, canaux de refroidissement imprimés grâce à la technologie 3D, géométrie plus complexe possible, efficacité accrue. Mais le principe fondamental, refroidissement régénératif, 1942. Pourquoi est-il important de comprendre cela? Parce que cela montre que les percées fondamentales sont rares. La plupart des développements technologiques sont des améliorations progressives. Le V2 avait deux percées fondamentales, la technologie des turbopompes et le refroidissement régénératif dans un moteur de fusée de grande taille et fonctionnel. Depuis 1942, il y a eu de nombreuses améliorations progressives. Les matériaux, les méthodes de fabrication, l'efficacité des cycles, mais aucune percée fondamentale. Pourquoi? Parce que la solution du V2 était déjà physiquement optimale. On peut la peaufiner, mais pas fondamentalement l'améliorer. C'est la puissance de la physique correctement appliquée. D'autres nations ont développé des fusées. L'Union soviétique, R-7 Semyorka, premier ICBM, première fusée orbitale, Spoutnik, Gagarine, techniquement brillant. Mais les turbopompes, basées sur la technologie du V2 capturé, les soviétiques ont emmené des ingénieurs allemands. Les soviétiques ont emmené des fusées V2, opération Ozoaviakim, octobre 1946, plus de 2000 spécialistes allemands déportés en Russie. Ils ont construit des fusées soviétiques. Le R1 était une copie du V2. Le R2 était un V2 amélioré. Le R7 a été développé davantage. Mais sur la base du V2,
Sergueï Korolev, chef concepteur soviétique, avait accès à la technologie allemande. Il s'est appuyé dessus, comme les Américains. La France, fusée Véronique. Lanceur Diamant, Ariane, aujourd'hui, tous utilisent des turbopompes. La France a également emmené des ingénieurs et des technologies allemands. Les Britanniques, fusée Black Arrow, Blue Streak, également basée sur les connaissances du V2, la Chine, fusée Longue Marche, basée sur la technologie soviétique, qui était basée sur le V2, le Japon, fusée H2, basée sur la technologie américaine, qui était basée sur le V2, l'Inde, fusée GSLV. La ligne technologique remonte. Tous les chemins mènent à Peenemünde en 1942. Ce n'est pas de la glorification, c'est la réalité historique. L'exploration spatiale, telle que nous la connaissons, est basée sur les percées que les ingénieurs allemands ont faites en 1942. Ces ingénieurs travaillaient sous un régime qui a assassiné des millions de personnes. C'est inextricablement lié à l'histoire. Mais les contributions technologiques étaient réelles. Et ces contributions transcendent le régime. La physique est universelle. Les turbopompes fonctionnent indépendamment de la politique. Le refroidissement régénératif fonctionne indépendamment de l'idéologie. La technologie a survécu au régime et a permis le progrès de l'humanité. Imaginez, pas de V2, pas de percée de la turbopompe en 1942. Comment l'exploration spatiale se serait-elle développée? Peut-être plus lentement. Peut-être trouverions-nous d'autres solutions. Propulsion nucléaire, accélération électromagnétique, mais les fusées chimiques, difficiles sans turbopompe, les systèmes de réservoirs sous pression limitent la taille. Les grandes fusées seraient impossiblement lourdes. La vitesse orbitale nécessite une masse de carburant élevée. Cela nécessite des réservoirs légers. Cela nécessite des turbopompes. Le V2 a prouvé que les turbopompes sont réalisables. C'était la percée décisive. Sans cette preuve, d'autres nations auraient peut-être mis des années ou des décennies. L'alunissage de 1969 a été possible grâce à la technologie de 1942. C'est une ligne directe. Saturne V serait impossible sans les moteurs F1. Les moteurs F1 seraient impossibles sans la compréhension des turbopompes. La compréhension des turbopompes venait du V2. Le V2 venait de Peenemünde. Donc, Peenemünde a permis Apollo. Cela ne veut pas dire qu'Apollo était allemand. Apollo était américain. Ingénieurs américains, ressources américaines, détermination américaine, mais construit sur des fondations allemandes. C'est le développement technologique cumulatif. Chaque génération s'appuie sur les précédentes, sans fondation, pas de bâtiment. Les missions martiennes d'aujourd'hui dépendent d'une technologie vieille de 83 ans. SpaceX Starship veut amener 100 tonnes de charge utile sur Mars. Comment? 33 moteurs Raptor, 66 turbopompes au total. Chacune basée sur le concept de 1942. Sans turbopompe, Starship ne vole pas. Sans refroidissement régénératif, les moteurs fondent. La dette technologique envers Peenemünde est énorme, mais méconnue. Pourquoi? Politiquement inconfortable. Plus facile de dire, technologie moderne, mais historiquement malhonnête. L'avenir de l'exploration spatiale, plus de turbopompes, Artemis, Lunar Gateway, Mars Base, tout a besoin de fusées. Toutes les fusées ont besoin de turbopompes. Peut-être développerons-nous un jour d'autres propulsions, nucléaires, fusion, antimatière, mais les fusées chimiques restent nécessaires pour décoller de la Terre. La gravité est forte, l'énergie chimique est nécessaire. Les turbopompes optimisent les fusées chimiques. Donc, les turbopompes restent 100 ans après le V2, probablement 200 ans, possible. Jusqu'à ce que nous ayons des méthodes de lancement fondamentalement différentes, ascenseurs spatiaux, lance-pierres orbitaux, accélération magnétique, mais jusque-là, turbopompe. L'héritage de Walter Thiel continue de voler.
pour des générations. C'est la vérité sur l'exploration spatiale moderne. Chaque fusée qui décolle aujourd'hui utilise des principes développés il y a 83 ans à Peenemünde. La NASA le sait, SpaceX le sait, toute l'industrie le sait. Mais personne n'en parle. Maintenant, vous le savez aussi. La ligne technique est documentée, la physique est claire, l'histoire est complexe. Mais les faits sont les faits.